Nous étions 7 et d'une manière ou d'une autre, l'un d'entre nous a été effacé de la réalité. Hier, mon copain et moi avons fait nos dernières courses au supermarché au cas où notre État entrerait en confinement à cause du coronavirus. Une fois rentrés, on a décidé de faire un tri dans la nourriture qu'on avait déjà pour jeter ce qui était périmé et faire de la place pour les nouveaux produits. Mon copain était à genoux devant le frigo, en train de jeter des trucs, tandis que je me tenais à côté de lui pour sortir des choses des placards. J'attrapais un paquet de crackers périmés quand, par accident, j'ai fait tomber une bouteille en verre de sirop d'érable. Mon copain et moi avons tous les deux vu la bouteille tomber de l'étagère, et nous avons tous les deux entendu le bruit du verre qui se brise. Mais quand on a regardé par terre, rien. Pas de bouteille, pas de verre brisé, pas de sirop d'érable. Elle s'était volatilisée. On a déplacé le réfrigérateur, la seule chose sous laquelle elle aurait pu glisser, mais elle n'était pas là non plus. Ça nous a complètement retourné. Si seulement les factures pouvaient aussi disparaître dans une autre dimension. Cela s'est passé un dimanche il y a environ 3 mois. Je travaille de nuit dans un centre d'appel pour une compagnie aérienne, donc en général, je dors la majeure partie de la journée. Mais le dimanche, on a une petite routine, je me lève un peu plus tôt, et avec ma femme et mon fils, on regarde un film ensemble, chacun choisissant le film à tour de rôle chaque semaine. Ce dimanche-là, je me lève vers 14h, je commence ma routine habituelle, une cigarette, un café, etc. C'est au tour de mon fils de choisir le film, et il décide qu'on va regarder Avengers, Civil War. On passe les heures suivantes à regarder ça, puis on enchaîne avec un dîner de carbonara. Le reste de la soirée se déroule comme d'habitude, je lis 1 ou 2 chapitres du livre qu'on lit ensemble à voix haute pour mon fils et ma femme, puis il part se coucher. Je me détends un peu avant de partir au travail à 21h30. Ma nuit de travail se déroule normalement, rien de spécial ou d'étrange, et je termine mon shift à 8h le lundi matin. Je saute dans la voiture, frustré par le trafic habituel du lundi matin. C'était clairement un lundi, j'ai même entendu les infos trafic où le présentateur parlait des embouteillages habituels du lundi. J'arrive chez moi, la maison est vide puisque mon fils est à l'école et ma femme au travail, je prends une tasse de thé et vais me coucher. C'est là que ça devient bizarre. Je dors, et puis je me fais réveiller par ma femme, qui me fait une blague en disant que j'ai dû oublier de mettre mon réveil parce qu'il est déjà 15h et que notre fils est impatient de regarder le film, puisque c'est son tour de choisir. Attends, quoi ? Je lui dis que c'est lundi et qu'on a déjà regardé un film hier, en fait, elle devrait même être au travail et notre fils au centre de loisirs après l'école. Elle me regarde d'un air bizarre et me dit que j'ai dû rêver, parce que c'est encore dimanche aujourd'hui et qu'elle n'a certainement pas été au travail. Je regarde mon téléphone, et effectivement, c'est dimanche 25 octobre. Je me lève et commence ma routine, cigarette, café, etc. Mais je me sens un peu bizarre, pas malade, juste décalé. Quelque chose ne va pas. J'essaie d'expliquer à ma femme que je suis sûr d'avoir déjà vécu le dimanche la veille, mais elle n'y croit pas du tout, et jusqu'à aujourd'hui, elle reste persuadée que c'était un rêve. Elle me dit que j'ai dû faire un rêve très intense. Ok, c'est possible, mais je suis presque sûr que ce n'était pas un rêve, c'était bien réel à 100%. Bref, les grands moments de la journée étaient exactement les mêmes, pas tous les détails, parce que je me suis délibérément efforcé de changer certaines petites choses dont je me souvenais de la veille, mais les gros éléments étaient identiques. On a regardé Avengers, Civil War, mangé des carbonara, et j'ai dû relire les chapitres du livre parce que, pour eux, on ne les avait jamais lus. Même les appels que j'ai reçus pendant mon shift au travail étaient exactement les mêmes que dans mes souvenirs. Après avoir été complètement ignoré par ma femme, je n'en ai pas vraiment parlé à qui que ce soit, à part mon meilleur ami, qui m'a dirigé vers ce forum, mais je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Je suis absolument certain que c'était réel, et je pense que personne ne pourra jamais me convaincre du contraire. Mais j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il s'est passé, et pourquoi. Après avoir lu ce forum et un tas d'autres trucs sur internet, je suis presque sûr d'avoir vécu un glitch. Je ressens toujours ce sentiment étrange de cette matinée chaque fois que j'y repense. J'ai un fils de 10 mois,
un super petit bonhomme qui commence tout juste à ramper et à se déplacer tout seul. Ce soir, avant de le mettre au lit, il s'est endormi sur un grand coussin dans notre salon après avoir pris son biberon. Je l'ai pris dans mes bras et l'ai posé dans son berceau, dans sa chambre au bout du couloir. Ensuite, j'ai sorti le chien et je me suis installé pour regarder un peu la télé avant d'aller me coucher moi-même. Mon chien est allé se coucher dans ma chambre, qui se trouve aussi au bout du couloir, et environ 1 heure plus tard, je me lève pour éteindre la télé. Et là, je remarque mon fils qui dort, tourné dos à moi, sur le même coussin du salon où je l'avais trouvé plus tôt. En pensant à ses capacités actuelles en matière de marche et de rampement, je me dis qu'il n'y avait aucune chance qu'il soit sorti de son berceau, qu'il ait traversé le couloir et qu'il soit revenu là. J'ai donc mis ça sur le compte de mon inattention. Je m'approche, je le prends dans mes bras, je le porte sur mon épaule gauche, je ferme la fenêtre à l'avant de la maison, et je retourne dans le couloir pour aller le remettre dans son lit. J'ouvre la porte de sa chambre, je tourne le coin, et avec la faible lumière de la veilleuse, je remarque qu'il est dans son berceau, roulé vers moi, en train de dormir. Il m'a fallu environ 1 seconde pour comprendre ce qui se passait. Comment pouvais-je avoir mon fils sur l'épaule alors qu'il dormait déjà dans son lit? À cet instant, qui m'a semblé durer une fraction de seconde, j'entends mon chien émettre un petit aboiement ou un gémissement confus juste derrière moi. Je baisse mon bras et, en tournant la tête, je réalise que ce que je porte, c'est son singe en peluche. Pourtant, j'étais absolument certain d'avoir pris mon fils dans mes bras, et je suis convaincu que j'aurais senti la différence entre un enfant de 11 kg et une peluche d'Accent Grave peine 500 grammes. J'ai vérifié le détecteur de monoxyde de carbone, les fenêtres étaient ouvertes, et je n'ai bu qu'une seule bière ce soir. Le plus étrange dans tout ça, c'est que mon gros labrador noir refuse de quitter la chambre de mon fils. Je suis vraiment perplexe. D'abord, un peu de contexte. Je commence le travail vers 14 h et je termine vers 20 h 30. Je prends toujours le même trajet pour aller et revenir du boulot. Cela fait environ 6 mois que je travaille dans ce magasin en particulier. Eh bien, un jour, il y a environ 1 mois et demi, j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre au travail. C'était comme si j'étais là, mon corps était présent, mais mon esprit était ailleurs. Ça a commencé environ 2 heures avant la fin de mon service. Je me suis dit que c'était un peu étrange, mais comme je prenais des médicaments contre le rhume à ce moment-là, j'ai pensé que c'était juste ça qui me perturbait. Jusqu'à mon trajet de retour. Ce soir-là en particulier, j'ai terminé un peu plus tard que d'habitude. Mon directeur régional était venu parce que nous devions tout débrancher dans le magasin pour que la ville puisse faire des travaux énergétiques ou je ne sais quoi, je ne me souviens plus des détails. Tout ce que je sais, c'est que si nous n'avions pas débranché les appareils, tout aurait grillé. Donc, je rentrais chez moi, environ 20 minutes plus tard que d'habitude, et mon anxiété a commencé à monter au point où je sentais une crise de panique arriver. Ce sentiment d'être là, mais sans vraiment être là, devenait de plus en plus intense. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Comme je l'ai dit, je prends toujours le même trajet, tous les jours, pour aller et revenir du travail. Mais cette nuit-là, alors que je conduisais, j'ai regardé sur ma gauche et j'ai vu cette grande usine de semi-conducteurs, toute illuminée, qui n'avait jamais été là avant. J'ai immédiatement garé ma voiture sur le côté de la route, complètement paniqué. Je savais, avec certitude, que cette usine n'avait jamais été là auparavant. C'est vraiment impossible de la manquer, surtout en conduisant dans l'obscurité complète. Elle est énorme, tout éclairée. Pas besoin de la chercher, elle saute aux yeux. Je suis resté là pendant un moment, essayant de me calmer, en me disant qu'elle avait probablement toujours été là, mais que je n'y avais jamais fait attention avant. Quelques minutes plus tard, mon copain m'a appelé pour me demander si je pouvais lui prendre du McDonald's en rentrant. Pas de problème, je passe devant un McDo sur mon trajet. L'anxiété a commencé à s'estomper un peu, jusqu'à ce que j'arrive au drive, que je passe ma commande, et que je remarque un employé que je n'avais jamais vu auparavant à la fenêtre. Je lui ai demandé depuis combien de temps il travaillait là, et il m'a répondu, ça fait environ 2 mois maintenant. Là, je commence vraiment à flipper. Je venais dans ce McDonald's presque tous les jours depuis des mois, à des heures variées dans la journée. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il était le seul employé ce soir-là. Il y a sûrement une explication pour ça,
mais ça n'a fait qu'ajouter à mon malaise, surtout après avoir découvert cette usine sortie de nulle part, à peine 20 minutes plus tôt. Je suis rentré chez moi, complètement en panique, en boule, tremblant, pleurant, hyperventilant, tout ça. J'ai raconté à mon copain l'usine que j'avais vue, et il m'a dit « Oh, oui, elle a toujours été là. Comment tu as pu ne pas la voir avant ?» Et maintenant, chaque jour, je regarde cette fichue usine et je ressens une petite montée d'angoisse. Parce que je sais qu'elle n'était pas là avant. Depuis cet incident, j'ai remarqué des petits détails dans ma vie qui sont légèrement différents, comme mon chien qui ne connaît plus des tours qu'il faisait depuis qu'il est chiot, ou encore mon copain qui prononce certains mots différemment qu'avant. La seule explication que j'ai trouvée, c'est que j'ai accidentellement glissé dans une réalité alternative pendant mon trajet de retour du travail. Cela s'est passé en août 2018. Mes deux filles, qui ont maintenant 15 et 12 ans, et moi, 40 ans, étions chez ma mère pendant 3 semaines, le temps d'emménager dans notre maison actuelle. Ma mère habite dans une communauté senior assez chic, dans un appartement une chambre. Pendant notre séjour, nous dormions dans le salon sur des matelas gonflables. Une nuit, alors que je gonflais l'un des matelas, ma fille aînée, assise sur le canapé, m'a dit « Maman, regarde, le voisin a dû planter un clou trop loin dans son mur, il dépasse de ce côté. » Au début, je ne comprenais pas de quoi elle parlait, alors je me suis levé pour aller voir, et effectivement, la pointe d'un clou dépassait du mur de ma mère. Je trouvais ça vraiment bizarre. J'ai même touché le clou, et ma plus jeune fille est montée sur le canapé pour le toucher aussi. J'ai appelé ma mère depuis sa chambre et je lui ai dit « Je crois que ton voisin a enfoncé un clou trop loin dans le mur, il dépasse de ce côté. » Comme il était presque 23 heures et qu'on est dans une résidence pour seniors, elle ne voulait pas déranger le voisin à une heure si tardive. Elle a dit qu'elle en parlerait à la gestion le lendemain si personne ne répondait chez le voisin. Le lendemain matin, je me lève tôt pour me préparer pour le travail. Alors que je me séchais les cheveux avec le sèche-cheveux, ma fille aînée entre dans la salle de bain et me dit « Maman, le clou a disparu. » Je me dis alors « Bon, peut-être qu'ils ont enlevé le clou. » Mais non. Elle me dit qu'il n'y a aucune trace, comme si le clou n'avait jamais été là. Alors je suis allé dans le salon, et effectivement, toute la paroi était plate, sans trou, sans aucune trace. Le clou avait disparu. Nous sommes allés dans la chambre de ma mère pour lui dire que le clou avait disparu parce que nous étions toutes les trois complètement confuses par cette histoire. Mais ma mère n'avait aucune idée de ce dont on parlait. Elle n'avait aucun souvenir de la conversation de la veille. Et pourtant, ma mère n'a que 65 ans, elle n'a ni Alzheimer ni démence. Mes filles et moi la regardions, stupéfaites, en répétant « On a littéralement parlé de ça hier soir, tu as même vu le clou sur le mur et tu as dit que tu allais en parler à la gestion ou au voisin. Comment tu ne te souviens pas de ça ?» C'était vraiment la chose la plus étrange. Nous 4 avions vu le clou la veille, et le lendemain, ma mère n'avait absolument aucun souvenir de cet événement. Un élément que je pense pertinent dans cette histoire, c'est qu'en particulier ce jour-là, j'avais envoyé un texto à mon copain plus tôt dans la journée en lui disant que je ne me sentais pas bien, que j'avais littéralement l'impression que des parties de moi étaient éparpillées dans différentes dimensions ou réalités. Toute cette journée avait une atmosphère étrange, et même mes filles le ressentaient, car pendant que j'étais au travail, elles m'ont envoyé des messages pour se plaindre de ce sentiment bizarre. Ce n'est qu'après la disparition du clou que j'ai fait le lien entre cette sensation et ce qui s'était passé. Il y a 12 ans, mon copain et moi sommes allés au vidéoclub pour louer Ghostbusters parce que je venais de découvrir qu'il ne l'avait jamais vu. Après avoir loué le film, on est allé déjeuner tard. Il a bu 2 bières et moi une. On n'était clairement pas ivres. En rentrant chez moi, on a fait du pop-corn, versé des sodas sur des glaçons, et on s'est installé sur le canapé. On a mis le film dans le lecteur DVD et appuyé sur play. On n'était pas fatigué, ni sous l'effet de drogue. On était dans cette phase de séduction où on est hyper réveillé, si tu vois ce que je veux dire. Il était 18h, en plein été, donc le soleil brillait encore à travers les stores. Et là, coupure, je reprends soudain conscience en prenant la plus grande respiration que j'ai jamais prise. J'entends mon copain prendre une énorme inspiration au même moment, juste à côté de moi.
C'était le genre de respiration qu'on prend après être resté sous l'eau aussi longtemps que possible. On était toujours assis sur le canapé, exactement dans les mêmes positions, mais il faisait nuit et le film était fini depuis longtemps. L'horloge lumineuse affichait 4 heures du matin. On se souvient tous les deux de la même chose. On a perdu connaissance au même moment et on est revenu à nous en même temps. On n'a aucune idée de ce qu'il s'est passé. On en parle encore parfois. C'est la chose la plus étrange qui me soit arrivée. Le pauvre n'a toujours pas vu Ghostbusters à ce jour, ce qui est vraiment dommage, parce que je trouve que c'est un super film. Je suis un peu réticente à raconter cette histoire. Personne ne la croit, même mon mari qui a vu toute la scène, mais voilà. Mes voisins, juste en face de chez moi, sont mariés et attendaient un bébé. La femme est une petite blonde, très caucasienne, vraiment de petite taille. On se salue chaque jour en se faisant des signes de la main ou en criant des salutations à travers la rue. Un jour, elle part en travail et ils s'en vont à l'hôpital. Une semaine plus tard, je vois que leur voiture est revenue, donc je fais des cookies pour les féliciter de la naissance du bébé. Un jour ou deux passent, et je vois une femme brune, plus imposante, dehors avec un bébé. Je lui fais un signe de la main en supposant que c'est un membre de la famille venu pour aider avec le nouveau-né. Encore quelques jours passent, et je vois le mari dehors avec cette même femme brune et le bébé. Donc je prends mes cookies et je vais les porter. C'est là que je découvre que c'est elle. C'est la femme, la voisine, mais c'est maintenant une brune plutôt grande et un peu plus forte, d'origine polynésienne. Même prénom, même personnalité, même manière de parler, sauf qu'elle est totalement différente physiquement. Le mari ne semble pas reconnaître de différence. Elle me parle et agit avec moi exactement comme elle l'a toujours fait, mais c'est visiblement une personne complètement différente. Mon mari l'a remarqué aussi, et on a fait quelques blagues en disant qu'il avait peut-être échangé sa femme à l'hôpital. Mais lui non plus n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, et commence même à croire qu'elle a toujours été ainsi, bien qu'il se souvienne clairement d'elle comme une petite blonde. Je me sens comme si tout le monde avait perdu la tête. Cela fait maintenant presque 2 ans depuis ce changement, et elle est toujours cette femme brune, grande et forte. Et là, je commence à me demander si c'est moi qui perds la tête. Mon seul réconfort, c'est que mon mari s'en souvient aussi, même si c'est de manière vague. C'est un événement qui m'a toujours marqué, même si ça remonte à de nombreuses années. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande si j'ai été testé et si j'ai échoué. Ça s'est passé il y a longtemps, autour de 2002. J'étais dans l'armée à l'époque, stationné à Norfolk, en Virginie. À l'époque, on allait souvent dans un bar appelé Greeny, près de la plage, juste à la sortie du portail arrière de la base. Ma mémoire est un peu floue concernant la disposition exacte des lieux, car ça fait tellement longtemps, mais je me souviens qu'il y avait une station-service près du bar où on s'arrêtait souvent pour acheter des snacks, des boissons, de la bière, etc. Une nuit, en quittant le bar, on a décidé de s'arrêter pour acheter de la malbouffe avant d'aller chez un pote. J'avais plein d'argent sur moi, car on venait de recevoir notre paie. On se gare à cette même station-service, et alors que je sortais de la voiture, j'ai vu un sans-abri, qui avait l'air un peu mal en point, debout près de l'entrée. En marchant vers la porte, il m'a dit « Excusez-moi, jeune homme, j'ai faim. Pourriez-vous me donner $1, s'il vous plaît ?» Je suis passé devant lui et j'ai répondu « Désolé, mec, j'ai pas d'argent. » Et je suis entré dans le magasin. Je me souviens parfaitement de ce moment, car je savais que j'avais plein de billets en poche. Dès que je suis entré dans le magasin, j'ai ressenti une envie écrasante de faire demi-tour et de donner à ce gars ce qu'il m'avait demandé. C'était étrange, car je ne donnais jamais d'argent aux mendiants. Mais là, c'était comme un besoin impérieux. Je me retourne pour sortir et lui donner de l'argent, et il avait disparu. Seulement 3 à 5 secondes s'étaient écoulées entre le moment où j'ai passé la porte et celui où je me suis retourné. L'entrée du magasin était bien éclairée, tout comme le parking, et il n'y avait aucun endroit où quelqu'un aurait pu se cacher en si peu de temps. À gauche, en sortant, le magasin était relié à un autre bâtiment, donc impossible de passer par là, et à droite, c'était juste du parking ouvert. Pas de poubelle, rien, le gars s'était littéralement volatilisé. Je suis retourné dans le magasin avec ce sentiment horrible d'avoir commis une grave erreur.
C'est difficile à expliquer à quel point ça m'avait perturbé. Pour empirer les choses, j'ai dit à mon pote, « Mec, j'aurais dû donner $1 à ce gars. » Il n'avait absolument aucune idée de quoi je parlais. Il m'a dit qu'il n'y avait personne dehors quand on est entré et a juste ignoré ce que je disais. Ça s'est passé il y a presque 20 ans, et je n'ai jamais oublié. Depuis, si je vois un sans-abri qui a l'air vraiment en difficulté, je lui donne tout ce que j'ai de loose dans mes poches. Je me demande encore si un ange m'a demandé un service ce jour-là et si je l'ai complètement ignoré. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Il y a quelques années, mon grand-père a fêté ses 80 ans. Pour l'occasion, nous avons invité une foule de gens, y compris des membres de la famille très éloignés. Pour donner un peu de contexte, à cause des nombreux divorces et remariages dans ma famille, elle est très grande. Résultat, il est presque impossible de connaître tout le monde, et on rencontre souvent des membres de la famille dont on n'avait jamais entendu parler lors de dîners, mariages, etc. Revenons à l'histoire. Mes parents m'avaient chargé d'accueillir les invités à leur arrivée. À un moment donné, une femme que je ne connaissais pas sonne à la porte, et j'ouvre. Elle se présente comme Amélia, me salue, et me demande où elle peut poser le gâteau qu'elle a apporté avec elle. Je l'emmène à la cuisine et on discute. Elle me raconte qu'elle a voyagé tout le chemin depuis l'Argentine, j'habite en Europe, pour assister à cette fête. Je trouve ça incroyable et je lui dis que Georges, mon grand-père, sera très content de la voir. Elle me répond, « Qui est Georges ?» Je ris, pensant que c'était une blague, et on va ensuite dans le jardin rejoindre tout le monde. Là, son visage change complètement. Elle ouvre grand les yeux en voyant mon grand-père et s'exclame, « Oh Georges, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» avant de le serrer dans ses bras. C'était extrêmement bizarre, parce que la fête était organisée précisément pour Georges, mon grand-père. Mais on s'est dit qu'on avait mal entendu ou qu'elle s'était mal exprimée, nous parlons français et sa langue principale était l'espagnol. Amélia se tourne ensuite vers mon père et dit encore, « Je ne m'attendais pas à te voir ici, c'est incroyable. » Là, ça commence à devenir vraiment étrange, mais on ne pense pas trop à ça sur le moment. Je demande alors à mon grand-père et à mon père qui elle est, et ils me disent que c'est une cousine éloignée qu'ils n'avaient pas vue depuis des années. Plus tard, Amélia demande, « Mais alors, où est Oliver, le marié ?» À ce stade, on commence tous à se demander si elle a perdu la tête. C'est là que ma mère réalise qu'elle parle en fait de notre voisin Oliver, qui se mariait et faisait sa fête au même moment que nous. On se demande tous comment elle pouvait connaître ou s'intéresser à Oliver. Tout le monde est super confus. Amélia finit par demander, « Ce n'est pas la fête d'Oliver ?» Elle nous explique qu'elle avait été invitée à la fête d'Oliver, un ami d'enfance à elle. En effet, Oliver est à moitié argentin et a passé une partie de son enfance à Buenos Aires. On frappe alors à la porte d'Oliver et il s'avère qu'ils attendaient Amélia. Après quelques minutes de discussion et d'étonnement, on réalise qu'Amélia avait simplement pris l'avion depuis l'Argentine, était entrée dans la mauvaise fête, et avait retrouvé toute notre famille sans s'en rendre compte. Ma sœur, avec qui je suis très proche, a vécu une expérience similaire il y a environ 5 ans. Elle s'était levée le matin avec son petit ami, et pendant qu'il partait au travail, elle s'est assise pour écrire un devoir pour un de ses cours à l'université. Selon elle, après qu'il ait franchi la porte, elle s'est installée et a posé ses mains sur le clavier de l'ordinateur, regardant par la fenêtre, la lumière du matin traversant les stores. Elle réfléchissait à ce qu'elle allait écrire. Tout ce qu'elle a fait, c'est cligner des yeux. Soudain, la lumière a disparu, parce qu'il faisait déjà nuit dehors, et son petit ami revenait après une journée de travail de 12 heures. Elle était toujours assise dans la même position, droite sur sa chaise, les doigts sur le clavier, prête à commencer. Cependant, elle n'a pas simplement ignoré cet événement comme une simple coïncidence étrange, comme d'autres pourraient le faire. Elle a totalement paniqué. Elle a demandé à son petit ami de l'emmener d'urgence à l'hôpital, et a appelé mes parents et moi pour qu'on vienne la rejoindre au plus vite pendant qu'ils faisaient des tests pour comprendre ce qu'il s'était passé. Mes parents ont dû faire 3 heures de route, et moi 1 heure, mais on est tous venus aussi vite que possible parce qu'elle était convaincue qu'elle avait fait un AVC ou une rupture d'anévrisme. Cette nuit-là, ils ont vérifié son sang pour toutes sortes de drogues, juste au cas où elle aurait consommé quelque chose.
Elle a passé une IRM, et le lendemain, un EEG ainsi que d'autres tests. Tout est revenu normal. Mes parents sont alors allés chez elle pour vérifier s'il y avait un problème comme du monoxyde de carbone ou de la moisissure qui aurait pu l'affecter. Rien de ce côté-là non plus. Ils ont même fait tester tout ce qu'elle avait mangé dans les jours précédents, restes et ingrédients des aliments, pour voir s'il y avait des contaminants, peut-être du blé avarié dans le pain ou quelque chose de ce genre, mais là encore, rien. Ils ont même testé des allergies de faible intensité aux produits ménagers et aux détergents. À un moment donné, ils sont allés jusqu'à imaginer que son petit ami ou son fils adolescent la poisonnait en ajoutant quelque chose dans le sucre de son café, une théorie un peu farfelue, surtout que les niveaux chimiques dans son sang avaient déjà été vérifiés, mais bon, ce qui n'était pas non plus le problème. Finalement, après 4 à 5 mois de tests et d'investigations, ces médecins ont conclu que c'était un problème mental dû au stress et l'ont envoyé voir un thérapeute. Le thérapeute a été ravi de l'aider à gérer son stress, mais ne pensait pas que son niveau de stress était suffisamment élevé pour provoquer un tel incident. Nous étions tous d'accord pour dire que les médecins n'avaient tout simplement aucune idée de ce qui s'était passé, et qu'ils l'avaient envoyé voir un thérapeute pour calmer mes parents. Alors, je suis parti en voyage vers l'Écosse depuis Leeds, et environ 1 heure après le début de mon trajet, je vois un type sur le bord de la route avec une pancarte indiquant qu'il allait vers le nord, en direction de Glasgow. Je n'avais jamais vu d'autostoppeur auparavant et j'étais curieux. Il portait un costume et avait une mallette avec lui, ce qui, avec le recul, était probablement un peu bizarre. Mais bon, je suis quelqu'un de confiant, alors je me suis arrêté et je lui ai dit que j'allais en Écosse et que je pouvais l'emmener s'il le voulait. Il avait l'air parfaitement normal, et plutôt beau gosse en plus. Il m'a même proposé de me donner de l'argent pour le trajet, donc je ne me suis pas senti en danger. Je lui ai posé quelques questions, et je lui ai dit en plaisantant que je faisais partie de la police, juste pour voir sa réaction. Il est monté dans la voiture et on est parti. Il s'est assis à côté de moi à l'avant, et tout semblait parfaitement normal pendant la première heure environ. On a discuté de choses banales, hobbies, intérêts, famille, mais la plupart du temps, on restait silencieux. Environ 2 heures après le départ, on s'arrête pour manger dans un petit pub de village. Alors que je sors de la voiture, il pose sa main sur ma jambe. Au début, je suis surpris parce que, premièrement, il avait parlé de sa femme, et deuxièmement, d'habitude, on peut sentir quand un mec s'intéresse à vous, mais là, ce n'était pas du tout le cas. Oui, on avait roulé ensemble, mais il était vraiment distant et assez silencieux tout le long. Je le regarde et il me regarde avec ce regard intense, du genre qui vous rend dingue. Il glisse sa main plus haut sur ma cuisse, et à ce moment-là, je suis tellement excité que je l'attire vers moi, et on finit par coucher ensemble dans le parking du pub. Il était vraiment tard à ce moment-là, genre 23 heures, donc il n'y avait vraiment personne autour. C'était le meilleur sexe de ma vie en y repensant, mais c'est là que ça devient vraiment étrange. Une fois qu'on a fini, je lui demande s'il est prêt à repartir, et là, il me sourit, me tire vers lui pour un baiser passionné du moins de son côté, me dit merci, sort de la voiture, et commence à courir vers la forêt qui se trouvait derrière le parking. Je sors de la voiture en criant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» et il ne se retourne pas, il continue de courir dans la forêt, dans l'obscurité totale. À ce moment-là, je suis complètement décontenancé, genre « Qu'est-ce que tu fais dans une situation pareille ?» J'ai attendu 10 minutes au cas où il reviendrait, mais rien. Et sachant qu'on était à 2 heures de là où je l'avais pris, c'était vraiment étrange. Mais bon, je reprends la route vers Glasgow. J'arrive chez ma mère, je vais dans le coffre pour prendre mes affaires, et là, je vois que sa mallette est toujours là. En y repensant, j'aurais sûrement dû l'amener à la police, mais ça ne m'a pas traversé l'esprit sur le moment. Je l'ouvre, et à l'intérieur, il y avait un paquet de maltesers, des sous-vêtements, un t-shirt et une enveloppe. Le nom sur l'enveloppe ? C'était mon nom. Mon nom à moi. Comment ? Comment est-ce possible ? On ne se connaissait pas, je lui avais donné mon prénom, mais pas mon nom de famille, c'est quoi ce bordel ? Il n'a jamais pris de notes dans la voiture, et il n'est jamais sorti pour aller dans le coffre. Puis, à l'intérieur de la lettre, il y avait 5 billets de 50 livres et un petit bout de papier avec écrit « Achète-toi quelque chose de joli ». Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Je ne l'ai jamais revu. C'était il y a 5 ans, et je n'arrive toujours pas à l'expliquer.
Il y a un magasin de pièces automobiles local, une petite entreprise familiale, où je vais de temps en temps pour acheter des pièces pour mes voitures. Un jour, je suis entré dans la boutique et un homme, qu'on n'oublie pas facilement, m'a accueilli et m'a demandé ce dont j'avais besoin. Il s'est présenté et, il s'avère que son nom était le même que celui du magasin, appelons-le Bill S. Autopart. J'ai commencé à lui expliquer quelles pièces il me fallait et il a commencé à vérifier dans le système s'il les avait en stock. Cet homme, Bill, était un monsieur plus âgé avec un accent du sud, de stature mince et pas très grand. Il ne devait pas mesurer plus de 1,73 m. Pendant que je regardais autour de moi dans la boutique, j'ai remarqué derrière le comptoir où Bill se tenait, un tabouret en bois avec un chat noir et blanc. Le corps du chat était entièrement noir avec une bande blanche sur la poitrine, du blanc autour de la bouche, des yeux, et toutes ses pattes étaient blanches. Bref, alors que je continuais à regarder autour de moi, Bill m'a dit qu'il avait la pièce dont j'avais besoin, on a fait la transaction et je suis parti. Quelques années plus tard, je retourne dans ce même magasin et je demande à parler à Bill. Mais personne ne sait de qui je parle. Je commence à décrire à quoi Bill ressemblait et comment il parlait, aucun des employés présents n'avait d'accent, encore moins un accent du sud, et toujours, personne ne semblait savoir de qui il s'agissait. Puis, un autre homme sort de l'arrière du magasin et s'approche. Il me dit que Bill est décédé il y a 20 ans. Choqué, je lui demande s'il y a quelqu'un d'autre dans le magasin qui porterait le même nom, et il m'assure que non. Mais là, derrière cet homme avec qui je parlais, je vois le même chat que j'avais vu des années plus tôt. Exactement le même chat noir et blanc. Je lui demande des informations sur le chat, et l'homme me dit que le chat est apparu un jour et qu'il est depuis devenu le chat du magasin. J'y pense encore aujourd'hui. Cette rencontre avec Bill et le mystère qui entoure cet événement me hante toujours. La seule personne qui sait cette histoire, c'est la fille avec qui j'étais ce soir-là. Je n'en ai jamais parlé, parce que ça semblait complètement fou à l'époque, et bien sûr, j'étais jeune et un peu insouciant. Ma copine et moi étions à une soirée, à environ 30 minutes de chez nous. On n'avait pas encore l'âge légal pour boire, on avait 19 ou 20 ans. On avait joué une partie de beer pong, et on rentrait chez nous, car on ne voulait pas rester trop tard dehors, il devait être environ 23 h quand on est parti. Pour être clair, on n'était pas ivre. On avait joué une partie et à peine bu. Je ne dirais même pas qu'on était un peu pompette. Ma copine conduisait, et moi j'étais sur le siège passager. On ne connaissait pas bien la zone, donc on suivait les panneaux de signalisation. En arrivant à une intersection, le feu était vert. Il n'y avait presque personne sur la route, et personne autour de nous à ce moment-là. Puis soudain, j'ai ressenti un horrible pressentiment. Une sensation de malaise, comme si quelque chose n'allait pas du tout, un sentiment si intense qu'il m'engloutissait. C'était un instinct presque animal qui m'a fait hurler « Stop !» à plein poumon. Ce n'était pas vraiment un choix, c'est juste sorti tout seul. Elle a freiné brusquement au feu, qui était pourtant vert, tout en criant « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et à ce moment-là, alors qu'elle terminait sa phrase, un énorme camion-benz a traversé l'intersection à environ 130 km/h, grillant le feu rouge perpendiculaire à nous. On est resté assis là, à l'intersection, bouche bée, pendant 5 minutes. Si elle ne m'avait pas écouté et si je n'avais pas crié, on aurait clairement été tué. Je ne l'ai pas entendu venir, je ne l'ai certainement pas vu non plus. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à crier, mais je suis infiniment reconnaissant d'avoir eu ce réflexe. Ce matin-là, je me suis réveillé comme d'habitude, vers 6h30, pour me préparer à prendre le bus pour aller au travail. Rien d'inhabituel. Je me sentais bien reposé, j'avais pris un petit déjeuner rapide, et je me suis dirigé vers l'arrêt de bus comme je le fais tous les jours. L'arrêt se situe dans un grand terminal extérieur, avec plusieurs lignes de bus qui desservent la ville. Il y a souvent du monde, des personnes qui attendent leur bus, des gens qui promènent leurs chiens ou qui font simplement un jogging matinal. Ce n'est pas vraiment un endroit calme, mais c'est familier et je m'y sens à l'aise. Ce jour-là, tout semblait parfaitement normal jusqu'à ce que quelque chose de vraiment étrange se produise. J'attendais mon bus comme d'habitude, écoutant de la musique dans mes écouteurs tout en regardant distraitement autour de moi. C'est là que je l'ai vu. Un homme grand, avec un teint légèrement bronzé, portant un pull gris et un pantalon kaki.
Il promenait un chien de type Golden Retriever, rien d'extraordinaire jusque-là. Des gens promènent souvent leurs chiens à cet endroit, et c'est un peu le rituel matinal auquel je suis habitué. Cependant, quelque chose m'a frappé. Alors que je détournais les yeux un instant pour regarder mon téléphone, j'ai ressenti comme un léger malaise. Quand j'ai relevé les yeux, l'homme et son chien semblaient s'être figés, comme une image en pause. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si j'avais bien vu. Le temps semblait s'être ralenti, et j'ai eu cette impression étrange, comme si la réalité elle-même hésitait. Et puis, soudain, un autre homme est apparu au sommet de la colline, descendant lentement vers nous. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite, car cet homme n'était pas un autre. C'était le même homme. La même silhouette, les mêmes vêtements, le même teint bronzé, mais cette fois, il ne promenait pas un Golden Retriever. À la place, il tenait un labrador jaune en laisse. C'est là que ça devient vraiment bizarre. Alors que les deux hommes, ou plutôt le même homme avec deux chiens différents, se rapprochaient, leurs silhouettes se sont alignées exactement l'une sur l'autre, comme deux projections superposées. Pendant un instant, ils n'étaient plus deux. Ils sont devenus une seule et même personne, avec le labrador qui semblait gagner sur le Golden Retriever. Comme si la réalité avait choisi cette version de lui-même. Le Golden Retriever, tout comme l'autre version de cet homme, avait tout simplement disparu. Je suis resté là, complètement figé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cerveau refusait de donner un sens à ce que je venais de voir. Est-ce que je rêve? Est-ce que je suis fatigué? Je me posais toutes ces questions. Mais je savais que je n'étais ni fatigué, ni stressé, ni sous l'effet de quelconque substance. Et puis, j'ai croisé le regard d'une fille assise juste à côté de moi. Elle m'a regardé, visiblement aussi choquée que moi. C'était comme si elle avait vu exactement la même chose que moi, confirmant que je n'étais pas en train d'imaginer tout ça. Son regard m'a rassuré dans un sens, mais il a aussi amplifié ma confusion. Ce moment n'a duré que quelques secondes, mais il m'a paru interminable. Je ne savais plus si je pouvais faire confiance à mes propres sens. Pourquoi avais-je vu deux versions de la même personne avec deux chiens différents? Pourquoi s'était-il fusionné en un seul être, comme si c'était la réalité qui avait décidé du résultat final? Le lendemain matin, je suis retourné à l'arrêt de bus, encore perturbé par ce qui s'était passé. Et là, je l'ai revu. Cette fois, il était seul avec le labrador, comme si l'autre version de lui-même, celle avec le Golden Retriever, n'avait jamais existé. Tout semblait normal, mais rien ne l'était vraiment pour moi. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de repenser à ce moment. Était-ce une illusion, un jeu de lumière ou quelque chose de bien plus profond, comme un glitch dans la réalité? Je n'ai pas de réponse, mais chaque fois que je vois quelqu'un promener son chien, je me demande si la réalité est aussi solide qu'elle en a l'air. C'est un événement qui m'a toujours marqué, même si ça remonte à de nombreuses années. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande si j'ai été testé et si j'ai échoué. Ça s'est passé il y a longtemps, autour de 2002. J'étais dans l'armée à l'époque, stationné à Norfolk, en Virginie. À l'époque, on allait souvent dans un bar appelé Greeny, près de la plage, juste à la sortie du portail arrière de la base. Ma mémoire est un peu floue concernant la disposition exacte des lieux, car ça fait tellement longtemps, mais je me souviens qu'il y avait une station-service près du bar où on s'arrêtait souvent pour acheter des snacks, des boissons, de la bière, etc. Une nuit, en quittant le bar, on a décidé de s'arrêter pour acheter de la malbouffe avant d'aller chez un pote. J'avais plein d'argent sur moi, car on venait de recevoir notre paie. On se gare à cette même station-service, et alors que je sortais de la voiture, j'ai vu un sans-abri, qui avait l'air un peu mal en point, debout près de l'entrée. En marchant vers la porte, il m'a dit « Excusez-moi, jeune homme, j'ai faim. Pourriez-vous me donner $1, s'il vous plaît ?» Je suis passé devant lui et j'ai répondu « Désolé, mec, j'ai pas d'argent. » Et je suis entré dans le magasin. Je me souviens parfaitement de ce moment, car je savais que j'avais plein de billets en poche. Dès que je suis entré dans le magasin, j'ai ressenti une envie écrasante de faire demi-tour et de donner à ce gars ce qu'il m'avait demandé. C'était étrange, car je ne donnais jamais d'argent aux mendiants. Mais là, c'était comme un besoin impérieux. Je me retourne pour sortir et lui donner de l'argent, et il avait disparu.
Seulement 3 à 5 secondes s'étaient écoulées entre le moment où j'ai passé la porte et celui où je me suis retourné. L'entrée du magasin était bien éclairée, tout comme le parking, et il n'y avait aucun endroit où quelqu'un aurait pu se cacher en si peu de temps. À gauche, en sortant, le magasin était relié à un autre bâtiment, donc impossible de passer par là, et à droite, c'était juste du parking ouvert. Pas de poubelle, rien, le gars s'était littéralement volatilisé. Je suis retourné dans le magasin avec ce sentiment horrible d'avoir commis une grave erreur. C'est difficile à expliquer à quel point ça m'avait perturbé. Pour empirer les choses, j'ai dit à mon pote, « Mec, j'aurais dû donner $1 à ce gars. » Il n'avait absolument aucune idée de quoi je parlais. Il m'a dit qu'il n'y avait personne dehors quand on est entré et a juste ignoré ce que je disais. Ça s'est passé il y a presque 20 ans, et je n'ai jamais oublié. Depuis, si je vois un sans-abri qui a l'air vraiment en difficulté, je lui donne tout ce que j'ai de lousse dans mes poches. Je me demande encore si un ange m'a demandé un service ce jour-là et si je l'ai complètement ignoré. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu cette étrange impression de pouvoir anticiper ce qui va se passer, comme si, parfois, je pouvais voir quelques secondes dans le futur. Ce n'est jamais quelque chose de grandiose ou de spectaculaire, juste des petits événements du quotidien, mais suffisamment précis pour me faire douter de la réalité. Ça m'arrive rarement, mais quand ça se produit, je suis toujours un peu perturbé. Aujourd'hui, c'est encore arrivé, et cette fois, c'était tellement clair que je ne pouvais pas l'ignorer. Je suis allé prendre le petit déjeuner avec ma famille dans un dîner qu'on fréquente de temps en temps. L'ambiance était détendue, on venait juste de commander nos boissons et nos plats, et comme d'habitude, on discutait tranquillement. Pendant que ma femme et mes enfants parlaient, mon esprit s'est soudain détaché de la conversation. Mon regard s'est fixé sur un endroit particulier, juste en face de moi, près de notre table. Sans aucune raison apparente, j'ai eu cette pensée très nette, la serveuse va casser une assiette, ici, à cet endroit précis. C'était une pensée complètement absurde, et pourtant, elle s'imposait à moi, comme si je savais déjà que ça allait arriver. Ce genre de sensation m'était familier, car depuis l'enfance, j'ai souvent eu ces flashs où je vois des petits fragments d'événements à venir, généralement quelques secondes avant qu'ils ne se produisent. Mais c'est toujours assez subtil pour que je doute de moi, me demandant si ce n'est pas mon imagination qui me joue des tours. Nos boissons et nos plats sont finalement arrivés, mais cette pensée persistait. Je ne pouvais pas m'empêcher de fixer cet endroit où, dans mon esprit, la catastrophe allait se produire. C'était comme un film que je revoyais en boucle dans ma tête. Alors, je me suis tourné vers ma femme et je lui ai dit, « Je sais que ça va te sembler fou, mais je crois que la serveuse va casser une assiette, là, juste devant nous. » Elle m'a regardé avec un sourire amusé, comme si je faisais une blague, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle pensait que je délirais un peu. Je ne lui en ai pas voulu, moi-même, je me demandais si je n'exagérais pas. Le repas se poursuivait et on terminait tranquillement nos assiettes. J'avais presque oublié ce que j'avais dit, même si, au fond, cette sensation étrange restait. Puis, alors que nous finissions nos plats, la serveuse revient dans la salle, portant plusieurs assiettes empilées les unes sur les autres. En marchant, elle passe juste à côté de nous et, dans un moment qui semblait presque au ralenti, elle laisse tomber une des assiettes, exactement à l'endroit où je l'avais imaginé. L'assiette s'est brisée en morceaux sur le sol, et j'ai ressenti un mélange de stupeur et de déjà-vu. Ma femme m'a regardé, cette fois sans sourire, visiblement troublée. Elle m'a dit, « Comment as-tu su que ça allait arriver ?» Je n'avais pas de réponse à lui donner. Je ne l'avais pas su de manière logique, mais je l'avais vu dans mon esprit, quelques secondes avant que ça ne se produise. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Quand j'étais enfant, j'avais souvent ce genre de flash, savoir qu'une porte allait claquer avant qu'elle ne le fasse, anticiper ce que quelqu'un allait dire, sentir qu'un objet allait tomber d'une table avant qu'il ne tombe. À l'époque, je pensais que tout le monde ressentait ça, mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était plus rare que je ne le pensais. Mais à chaque fois, c'était pareil, jamais rien d'important ou de dramatique, juste des instants du quotidien, comme si je percevais des micro-moments du futur, quelques secondes avant qu'ils ne se produisent. Aujourd'hui, en voyant cette assiette se briser là où je l'avais prédit, j'ai réalisé que cette étrange capacité, ou quel que soit le nom qu'on peut lui donner, ne m'a jamais vraiment quitté. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre parfois sur ce qui va se passer,
mais seulement pour un bref instant, et toujours pour des détails anodins. Il y a environ 6 ans, quand j'avais 14 ans, je marchais sur les petits sentiers qui traversaient la propriété de mes parents, où nous vivions à l'époque. C'était une habitude que j'avais prise, car nous venions d'emménager et il y avait toutes sortes de vieilles machines agricoles et de cabanes abandonnées dans les bois de la propriété. Mes parents, assez aisés, avaient acheté plus de 100 acres de terrain, qu'ils possèdent toujours à ce jour, avec quelques ruisseaux qui le traversaient. Un après-midi, alors que je marchais sur un de ces sentiers étroits, un Golden Retriever est sorti des buissons et s'est arrêté sur le chemin devant moi. J'ai tout de suite été intrigué, car nous n'avions pas de chien, et nos voisins les plus proches vivaient à environ 8 km de là. Le chien me regardait, aboyant, l'air agité, et s'est arrêté net, me fixant avec une intensité troublante. Quelques instants plus tard, un homme, qui semblait avoir entre 19 et 20 ans, est sorti des buissons à son tour. Il avait l'air aussi surpris que moi de me voir là et m'a crié « Eh, qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a commencé à courir vers moi. Terrifié, je me suis mis à sprinter de toutes mes forces en direction de la maison, sans me retourner. Je l'entendais derrière moi crier « Attends !» et ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est que sa voix me paraissait étrangement familière. Mais à mi-chemin, à travers la forêt dense, je n'entendais plus sa voix. Il ne semblait plus me suivre, mais ça ne m'a pas empêché de courir jusqu'à la maison aussi vite que possible. Quand j'ai raconté l'histoire à mes parents, mon beau-père a pris un fusil de son coffre et est parti chercher ce gars pendant environ 1 heure, sans rien trouver. Aucun signe de quelqu'un. Ils ont fini par ne pas me croire, et je me suis fait punir, car mes parents, très religieux, pensaient que j'inventais encore une de ces histoires à dormir debout de gamins rebelles. Maintenant que tu as lu cette première partie, voilà où les choses deviennent vraiment étranges. Il y a environ 5 semaines, je suis retourné chez mes parents avec ma copine et son Golden Retriever, Bentley. Les premières heures de la visite se sont bien passées. J'ai discuté avec ma famille, pris quelques verres, profité du temps loin de mon travail quotidien, c'était vraiment agréable. Je suis sorti pour laisser le chien se dégourdir et fumer une cigarette. Sans prévenir, Bentley s'est soudainement mis à courir à toute vitesse dans les bois. Je me suis précipité après lui, traversant la forêt, et je l'ai finalement perdu de vue. Au bout de 5 minutes, j'ai entendu ses aboiements au loin. Je me suis dirigé vers le son et je l'ai trouvé à moins de 5 mètres d'un gamin qui jouait dans les bois. Perplexe, je lui ai demandé « Eh, qu'est-ce que tu fais ici ?» en m'approchant de lui. Mais le gamin a pris peur et s'est mis à courir à toute vitesse à travers les buissons avant de disparaître littéralement dans la forêt. Ce qui m'a frappé ensuite, c'est que ce gamin portait exactement les mêmes vêtements que moi à 14 ans, les mêmes que je portais le jour où j'ai fui cet homme dans les bois. En y repensant, c'était comme si je me voyais, comme si j'avais, en quelque sorte, chassé mon moi adolescent. Cette réalisation m'a totalement bouleversé. J'ai raconté l'histoire à ma copine, mais elle pense que je suis devenu complètement fou. Pourtant, je sais que c'est arrivé, et je ne trouve aucune explication rationnelle à cela. Voilà, c'est l'histoire du jour où j'ai poursuivi mon moi plus jeune. Si quelqu'un a vécu une expérience similaire, j'aimerais vraiment savoir que je ne suis pas le seul. Mon meilleur ami et moi avions décidé de partir à la montagne pour une randonnée et une course avec 2 de nos amis proches. C'était en plein hiver, avec des conditions météorologiques difficiles, beaucoup de neige et de glace recouvraient le sol. Le parking du sentier avait été fermé en raison de travaux sur la route, nous obligeant à nous garer à quelques kilomètres de là, sur une longue route déserte. Ce jour-là, le parc était totalement vide. Nous étions les seuls sur place. Nous avions l'habitude de faire ce genre de sortie en plein air en groupe, mais, généralement, mon meilleur ami et moi finissions par nous séparer des 2 autres. En étant un peu plus en forme, nous avancions plus vite. Il n'était pas rare que nous terminions avant eux et que nous les attendions dans la voiture. Cette journée particulière ne fit pas exception. Mon ami et moi avions terminé notre parcours bien avant les autres. Alors que nous courions vers la voiture, nous avions aperçu un vieux cimetière au bord de la route. Soudainement, j'avais changé de direction en riant, entraînant mon ami avec moi pour explorer ce cimetière rapidement avant de continuer vers la voiture, qui était visible non loin de là. Après ce petit détour,
nous avions repris notre course vers la voiture et nous nous étions installés pour attendre nos amis. Après environ 30 minutes, toujours aucun signe d'eux. Nous étions garés dans le sens opposé à la direction d'où ils devaient venir, donc nous nous retournions régulièrement pour être sûrs de ne pas les manquer. C'est alors que nous avions aperçu 2 personnes au loin, courant droit vers nous. Au premier coup d'œil, tout semblait indiquer que c'étaient nos amis qui se rapprochaient rapidement. Mais en se rapprochant, la réalité nous avait frappés, ce n'était pas eux. C'était un homme et une femme, mais ce qui était troublant, c'est qu'ils étaient habillés exactement comme mon meilleur ami et moi. La femme avait de longs cheveux blonds, comme les miens, et ils portaient les mêmes bonnets que nous. La confusion s'était rapidement transformée en malaise. Nous avions observé avec stupéfaction le couple qui, au lieu de continuer vers nous, avait brusquement changé de direction pour se diriger vers le cimetière que nous avions exploré plus tôt. La femme entraînait l'homme en riant, reproduisant exactement la scène que nous avions vécue quelques minutes plus tôt. Puis, tout aussi soudainement, ils avaient disparu. Complètement. Mon meilleur ami et moi étions restés sans voix, partagés entre incompréhension et stupeur. Ce que nous venions de voir défiait toute logique. L'impression que ces 2 personnes étaient une sorte de reflet de nous-mêmes ne nous quittait pas. L'expérience nous avait profondément troublés. Peu de temps après, nos 2 amies étaient finalement arrivées, suivant le même chemin. Nous leur avions demandé si elles avaient croisé quelqu'un d'autre en chemin, mais elles avaient assuré n'avoir vu personne. Ce détail avait encore ajouté à l'étrangeté de la situation. Depuis ce jour, nous continuons à repenser à cet événement, essayant de trouver une explication rationnelle. Pourtant, rien ne semble coller, sauf l'idée d'un bug dans la matrice, un moment où la réalité elle-même s'est effondrée pour nous montrer une version alternative de nous-mêmes. Il y a environ 1 an, un événement étrange, presque insignifiant, s'est produit dans ma cuisine, et même si ça paraît un peu absurde, j'ai décidé de le partager. Un jour, sans prévenir, une fourchette a fait son apparition dans mon tiroir à couvert. Ce n'était pas la plus belle fourchette, mais dès la première utilisation, j'ai su que quelque chose était spécial. Le manche était plat mais arrondi, les dents avaient la longueur et l'épaisseur parfaite. C'était littéralement la fourchette parfaite. Je n'avais aucune idée d'où elle venait. Je vis chez mes parents en ce moment, et ils sont passionnés par les brocantes et les objets antiques. Chez nous, rien ne correspond vraiment, sauf nos assiettes, qui, je dois l'admettre, sont affreuses, donc il était logique pour moi de penser qu'ils avaient ramené une fourchette solitaire lors d'une de leurs escapades en vide-grenier. Dès le premier jour, cette fourchette est devenue ma fourchette fétiche. C'était la seule que je voulais utiliser. Si elle était sale, je la lavais à la main sans hésitation, juste pour pouvoir manger avec. Pendant un moment, tout était normal. Jusqu'à ce que je réalise que je ne semblais plus jamais avoir à la laver. Chaque fois que je voulais l'utiliser, elle était là, propre et prête à l'emploi. C'est là que j'ai remarqué quelque chose de très étrange, il y avait maintenant 2 fourchettes identiques. Cela m'a étonné, mais j'ai supposé que mes parents avaient remarqué à quel point j'aimais cette fourchette et qu'ils en avaient trouvé une autre pour moi. Ça semblait logique. Quelques semaines plus tard, je pars en vacances en Suède. Quand je suis revenu et que j'ai dressé la table pour le dîner, il y avait non pas 2, mais 3 fourchettes identiques. À ce stade, je commence à trouver ça vraiment curieux. Et puis, récemment, je m'aperçois qu'il y a maintenant 4 fourchettes de ce modèle. Je suis juste heureuse de ne jamais manquer de ma fourchette préférée, mais quelque chose me titillait. J'ai donc décidé de poser la question à mes parents, juste par curiosité. Je leur demande où ils ont trouvé ces fourchettes. Et là, surprise totale, ils n'ont aucune idée de ce dont je parle. Non seulement ils n'ont pas acheté ces fourchettes, mais ils détestent littéralement ces fourchettes. Ils n'aiment ni leur forme, ni leur design. Cela a mené à une discussion où j'ai eu l'occasion d'expliquer à mon père ce qu'était un glitch dans la matrice. À ma grande surprise, il a accepté cette explication avec une certaine sérénité et a même suggéré que ça devait être ce qui s'était passé. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais je possède maintenant une fourchette qui se multiplie toute seule, et elle est parfaitement adaptée à mes goûts. C'est un phénomène qui défie la logique, mais qui m'arrange bien. Avec un peu de chance, quand je déménagerai, j'aurai peut-être tout un service de ces mystérieuses fourchettes.
Mon copain et moi avions commandé quelques pizzas parce qu'on avait vraiment faim, mais elles étaient bien plus grandes que ce qu'on imaginait, et on était déjà super rassasiés avec une seule. Du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas aller faire un tour en voiture et voir si on pouvait donner la deuxième pizza à quelqu'un. On connaît quelques endroits où pas mal de sans-abri tiennent des pancartes pour demander de la nourriture. Alors, on se met à rouler, on passe dans plusieurs de ces endroits, mais on ne voit personne. On essaie quelques autres coins, toujours personne, et on décide finalement de rentrer après un arrêt à l'épicerie. On se gare devant l'épicerie, un peu déçu de ne pas avoir pu aider quelqu'un. Et je te jure que, alors qu'on est encore dans la voiture, sur le point de sortir, un homme s'approche de notre fenêtre et frappe. On baisse la vitre et il nous explique qu'il essaie de trouver de la nourriture pour sa famille. Il vient de perdre son emploi et ça fait des jours qu'ils n'ont pas mangé, et il nous demande si on peut l'aider. En 10 ans ou plus que je vis ici et que je vais dans cette épicerie, jamais personne ne m'avait approché pour demander de la nourriture ou de l'argent, donc c'était vraiment dingue que ce gars sorte de nulle part et demande de l'aide juste à ce moment-là. Mon mari et moi vivons dans une petite cabane en bois, encore en construction, au cœur des bois dans une propriété de l'Atlantique canadien. Nous partageons cet espace avec 2 perroquets, un lapin, un vieux chat et 2 chiens totalement turbulents. Mon mari, incapable de dire non à une boule de poil qui a besoin d'un foyer, a un cœur immense. Nettoyer après tout ce petit monde est une tâche quotidienne monumentale. Aujourd'hui, en m'attaquant aux corvées du jour, j'ai décidé de sortir les chiens pour pouvoir aspirer sans qu'ils n'essaient de mener une guerre contre l'aspirateur. Leur haine pour cet engin est assez féroce. Avec les chiens dehors, joyeusement en train de bondir dans les flaques de boue, je me suis mise au ménage des sols. J'ai fait un nettoyage en profondeur aujourd'hui, allant même jusqu'à me mettre à 4 pattes pour aspirer les peluches qui s'étaient logées sous les meubles. Après avoir terminé mes tâches, je suis allé chercher les chiens. Leur espace extérieur est accessible par une chatière située dans une pièce complètement séparée de celle que je venais de nettoyer. Comme je l'ai mentionné, la cabane est toujours en construction et la pièce avec la chatière est la dernière à avoir été ajoutée à la maison, encore plus inachevée que le reste. Je suis entré dans cette pièce, j'ai fermé et verrouillé la porte derrière moi, sachant que le retour des chiens trempés allait être une véritable tempête. Mon plan était de les laisser se sécher dans cette pièce pendant que je sortirais faire quelques courses en ville. J'ai ouvert la chatière et, comme prévu, les 2 chiens ont bondi dans la pièce, trempés et boueux, pleins d'enthousiasme canin. Ils semblaient heureux de rester dans cette pièce, alors j'ai déverrouillé la porte menant à la pièce principale, l'ai ouverte juste assez pour passer mon corps, afin que les chiens ne puissent pas me suivre. J'ai refermé la porte et l'ai de nouveau verrouillée. Puis, j'ai ramassé leurs gamelles d'eau et attrapé quelques jouets pour les occuper pendant mon absence. Mais dès que j'ai posé les yeux sur le sol que je venais de nettoyer, je me suis figé. Il y avait des empreintes de pattes boueuses, fraîches, sur le sol que j'avais littéralement nettoyé quelques minutes auparavant. Je pouvais encore entendre mes chiens s'amuser bruyamment dans l'autre pièce, là où je les avais enfermés. Ils ne m'avaient pas suivi. Et pourtant, il y avait ces traces boueuses, fraîches et humides, juste là, sous mes yeux. J'ai tout de suite pensé que peut-être la boue venait de mes propres tongs. J'ai donc levé un pied, puis l'autre, pour vérifier, mais les semelles de mes tongs étaient parfaitement propres. Ce n'était pas moi qui avais laissé ces empreintes. Je lève alors les yeux, et là, je suis horrifié de voir que les empreintes de pattes continuaient tout le long de la pièce, de la cuisine jusqu'à la porte d'entrée de la cabane. Mais elles s'arrêtaient brusquement là, comme si un chien boueux avait couru d'un bout à l'autre de la pièce, puis s'était évaporé. Les empreintes n'allaient que dans une direction. Il n'y avait aucune trace de retour, pas de marque de boue indiquant que le chien aurait fait demi-tour. Ces traces n'étaient pas là quelques minutes auparavant. Mes chiens étaient toujours enfermés dans l'autre pièce. Il n'y avait pas d'autres animaux dans la maison, ni de porte ou d'entrée pour qu'un autre animal ait pu s'infiltrer. Je n'ai aucune explication. Je ne comprends tout simplement pas. Je me demande si je perds la tête ou si, dans une autre réalité parallèle, l'un des chiens a réussi à se faufiler dans la pièce et à courir sur le sol propre, et que, d'une manière ou d'une autre, les 2 lignes temporelles se sont entrecroisées pendant un instant, juste assez longtemps pour que ce chien d'une autre dimension laisse des traces boueuses avant de retourner dans sa propre réalité. Il y a environ 7 mois,
j'ai vécu une expérience particulièrement étrange. Je vis à Boston, dans le Massachusetts, où, bien que certains quartiers soient plus dangereux que d'autres, je me suis toujours senti relativement en sécurité. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais été victime d'un vol, malgré quelques mésaventures par le passé, souvent dues à des situations dans lesquelles je m'étais mis quand j'étais plus jeune. Ce soir-là, je rentrais chez moi après avoir passé du temps chez ma copine à Somerville. La pandémie avait bouleversé mon quotidien, mon travail au salon de tatouage était suspendu, et je ressentais une certaine anxiété face à la situation. Pour me changer les idées, je fumais une cigarette en marchant. C'est alors qu'un homme s'est approché de moi avec un air amical. Il écoutait de la musique à travers ses écouteurs, que je pouvais entendre faiblement, et m'a demandé une cigarette. Sans hésiter, je lui en ai donné 2, et il m'a chaleureusement remercié. Mais tout a pris une tournure étrange lorsque son téléphone a soudainement sonné. Dès qu'il a répondu, l'écran de son appareil a commencé à clignoter violemment, avec des éclats de lumière blanche. C'était presque hypnotique, et si j'avais été sensible à ces lumières, cela aurait pu être dangereux. À travers ses écouteurs, j'entendais des bips étranges, presque dérangeants. L'homme, jusque-là amical, a brusquement changé de comportement. Il a rangé son téléphone, jeté les cigarettes qu'il venait d'accepter, puis a sorti un couteau. Il a commencé à parler dans une langue que je ne comprenais pas, son ton devenant de plus en plus agressif. Face à cette situation, je savais qu'il valait mieux coopérer. J'ai rapidement sorti mon portefeuille, prêt à lui donner l'argent qu'il voulait. Cependant, il a refusé les billets que je lui tendais et a insisté pour que je lui donne l'intégralité de mon portefeuille. J'ai donc obtempéré et lui ai remis tout ce qu'il demandait, espérant que cela mettrait fin à la confrontation. C'est alors que son téléphone a sonné une seconde fois. Cette fois, l'écran clignotait avec des teintes rosées et rouges, en contraste avec les flashs blancs de l'appel précédent. Lorsqu'il a répondu, son comportement a changé de nouveau. Il a rangé calmement le couteau, comme si de rien n'était, et m'a remercié encore une fois pour les cigarettes, cette fois dans un anglais parfaitement fluide. Ce brusque revirement de personnalité était plus déroutant encore que le couteau. L'homme semblait avoir totalement oublié la situation tendue de quelques instants auparavant. Je lui ai rappelé qu'il avait mon portefeuille et mes cartes, car je ne comprenais pas vraiment ce qu'il était en train de faire. Il a commencé à fouiller dans ses poches frénétiquement, comme s'il cherchait quelque chose de précieux qu'il avait perdu. Lorsqu'il a finalement sorti mon portefeuille et l'a ouvert, son expression a soudainement changé. Il semblait plus effrayé que je ne l'étais au moment où il m'avait braqué. Il a immédiatement jeté mon portefeuille au sol et s'est enfui en courant à toute vitesse, sans un mot. Je suis resté là, figé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Après quelques minutes de confusion, j'ai ramassé mon portefeuille et repris mon chemin, toujours sous le choc de l'étrangeté de l'événement. Ce n'était pas juste un vol, c'était une rencontre qui avait pris une tournure inexplicable, laissant derrière elle une impression de mystère et d'incompréhension. La nuit dernière, ma copine m'a envoyé un message assez banal, mais ce qu'elle m'a joint a littéralement fait froid dans le dos. C'était une photo qu'elle venait de retrouver dans son album, datée du 25 avril. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle photo, c'était une live photo de l'entrée de ma chambre, vue de l'intérieur. Jusque-là, tu te dis que ce n'est rien d'extraordinaire, sauf que nous ne vivons pas ensemble. Et elle n'a pas mis les pieds dans ma chambre depuis le début du confinement, plusieurs mois avant la date de cette photo. Pour ajouter au malaise, tout dans cette image était exactement comme ça l'est maintenant. Chaque meuble, chaque objet, chaque détail correspondait parfaitement à l'état actuel de ma chambre. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la dernière fois qu'elle est venue chez moi, je n'avais même pas encore certains des meubles visibles sur la photo. Par exemple, mon nouveau bureau que j'ai installé pendant le confinement, n'était pas là lors de sa dernière visite. Il n'y a donc aucun moyen qu'elle ait pu prendre cette photo. Rien ne collait. Mais ce n'est que le début. La live photo, comme tu le sais, capture un court moment de vidéo avec de l'audio. En écoutant attentivement, on m'entend clairement dire une phrase bizarre, c'est le putain de mode avion sur mon ordinateur. J'étais sidéré. Cette phrase n'a aucun sens, et je ne me souviens absolument pas d'avoir dit ça. Elle ne correspond à aucune conversation que j'aurais pu avoir, ni à un problème réel que j'aurais rencontré avec mon ordinateur.
C'est comme si cette phrase était sortie de nulle part, ou pire encore, comme si elle appartenait à une réalité qui n'est pas la mienne. Alors, je me dis que peut-être, par un concours de circonstances, j'avais moi-même pris cette photo, même si je n'en ai aucun souvenir. Mais après avoir cherché partout, il n'y a aucune trace de cette photo dans mon téléphone. Elle n'apparaît dans aucun album, ni dans iCloud, ni dans les photos récemment supprimées. J'ai même vérifié des applications comme PhotoVault, pensant que je l'aurais peut-être sauvegardée quelque part par inadvertance, mais là encore, rien. J'ai aussi exploré toutes mes conversations sur mon téléphone pour voir si j'avais, à un moment, envoyé cette photo à quelqu'un, mais aucune trace. Il n'y a aucune preuve que j'ai jamais pris cette photo. Et pourtant, la photo existe. Elle est dans son téléphone. C'est à ce moment-là que je commence vraiment à me sentir mal à l'aise. Comment une photo, qui semble avoir été prise dans ma chambre actuelle, s'est-elle retrouvée dans son téléphone alors qu'elle n'a pas été ici depuis des mois? Je me suis dit que peut-être, il y avait eu une sorte de synchronisation bizarre entre nos appareils, mais rien ne l'explique vraiment. Mon téléphone n'a jamais partagé de photos avec elle, et même si c'était le cas, cela n'expliquerait pas pourquoi la pièce dans la photo est exactement comme elle est aujourd'hui, alors qu'elle n'a pas vu cette version de ma chambre depuis des mois. Il n'y a pas de caméra cachée chez moi, rien d'inquiétant de ce genre. Je n'ai pas quitté ma chambre ces derniers jours, respectant toujours les consignes de confinement. En plus, si elle avait secrètement pris la photo ou était entrée chez moi, mes caméras de sécurité l'auraient captée. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Ce n'est pas non plus une situation de petit ami intrusif ou de manipulation, je lui fais entièrement confiance, et tout cela ne correspond absolument pas à son comportement. Alors, qui a pris cette photo? Comment a-t-elle pu se retrouver sur son téléphone? L'explication la plus rationnelle semble impossible, et pourtant elle est là. Cela s'est passé en décembre 2020. Le 11 décembre 2004, mon grand-père est décédé, j'avais 13 ans. Presque immédiatement après, ses 3 fils et 3 filles ont déchiré la famille en deux, et les querelles ont continué. En février 2011, ma grand-mère est décédée pendant que j'étais déployé à l'étranger, j'avais 20 ans. Après sa mort, les 3 sœurs ont vendu la maison familiale et gardé pour elles les recettes de famille et les objets de valeur. Je ne voulais qu'une seule chose, les plaques d'identification de mon grand-père. Étant le seul petit enfant à avoir servi dans l'armée, cela avait une signification particulière pour moi. Malheureusement, on m'a dit que je n'apprécierais pas leur valeur, et j'ai été écarté. Je n'ai donc plus rien demandé. Après avoir été honorablement démobilisé du corps des marines des États-Unis, j'ai poursuivi une carrière de chef. Avec le temps, j'ai commencé à vouloir récupérer certaines recettes de famille. J'avais coupé les ponts avec la famille, car je ne voulais pas choisir de camp. Je souhaitais soit voir la famille réunie, soit ne plus en faire partie du tout. Je n'ai eu aucun contact pendant des années, le dernier remontant à août 2013, lorsque peu de membres de la famille ont assisté à mon mariage. L'histoire, la première semaine de décembre, je discutais avec mon frère. Je garde seulement contact avec lui et mon père. Mon frère mentionnait à quel point ce serait incroyable de récupérer la recette du célèbre relish de courgettes de nos grands-parents. Il le faisait maison avec des ingrédients du jardin, le mettait en bocaux, et c'était un vrai succès dans la famille. Quelques jours plus tard, j'écrivais une lettre pour accompagner des recettes que j'envoyais à un ami pour Noël. Je l'écrivais pendant une traversée en ferry pour me rendre sur une île où je devais travailler ce jour-là. En terminant la lettre, je l'ai glissée dans une poche de mon sac à dos que je n'avais jamais utilisée. C'est une petite poche étroite située là où le sac repose contre le dos. La lettre y est restée jusqu'à la fin de la semaine. Le vendredi 11 décembre 2020, je suis rentré chez moi après le travail, et en fouillant dans cette petite poche étroite pour attraper mes clés, j'ai sorti un morceau de papier usé. Confus, car ce n'était pas la lettre que j'avais glissée, je me suis concentré sur ce papier en me demandant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Le papier était jauni, écrit à l'encre bleue, ce qui m'a rappelé les vieux stylos bon marché que mon grand-père gardait toujours à la maison, et l'écriture me semblait vaguement familière. Je commence à lire, et une frisson me parcourt l'échine. C'était la recette du relish de courgettes, celle dont mon frère et moi avions parlé quelques jours plus tôt. Je l'ai immédiatement contacté pour lui raconter ce que je venais de trouver, et il m'a dit de regarder la date, nous étions le 11 décembre,
soit l'anniversaire de la mort de notre grand-père. Et là, l'une des recettes de mes grands-parents était apparue spontanément, d'une manière complètement inattendue. J'ai remercié mon grand-père à haute voix en entrant chez moi, la recette en main. Ce qui rend tout cela encore plus étrange, c'est que mon frère m'a confirmé que les 3 sœurs, qui avaient gardé les objets et les recettes, ne possèdent pas cette recette spécifique. Et pourtant, me voilà avec cette précieuse recette entre les mains. On a déjà tous vécu l'expérience de discuter de quelque chose et de voir apparaître des publicités en lien sur les réseaux sociaux. Mais discuter de quelque chose d'aussi personnel, et le voir apparaître de manière aussi inattendue et mystérieuse, c'est quelque chose de bien plus troublant et extraordinaire. Il y a quelques années, mon groupe d'amis a décidé de célébrer mon anniversaire en partant tous ensemble pour un week-end dans une ville voisine. Pour ce voyage, nous avons emprunté un van de 7 places appartenant aux parents d'un de mes amis. Après avoir chargé toutes nos affaires dans le van, il ne restait plus de place pour d'autres sacs ou bagages, et toutes les 7 places étaient prises, ou du moins, c'était ce que nous ressentions. Après quelques heures de route, nous avons ressenti le besoin de faire une pause pour aller aux toilettes et faire le plein d'essence. Nous avons donc pris la première sortie avec une station-service indiquée. Il s'agissait de l'un de ces endroits où la station n'est pas juste sur le bord de l'autoroute, mais où il faut rouler quelques minutes sur une route secondaire pour y arriver. Dès notre arrivée, nous avons tous ressenti un malaise. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cet endroit, sans que nous puissions vraiment mettre le doigt dessus. Des commentaires comme « c'est le genre d'endroit où on pourrait se faire tuer ou enlever » étaient lancés en plaisantant, et certains d'entre nous faisaient référence à des films d'horreur comme Silent Hill, avec ses villes étranges et surnaturelles. Mais bon, nous avions besoin d'aller aux toilettes et de faire le plein, et apparemment, il n'y avait rien de mal à part cette sensation étrange. Nous nous sommes donc arrêtés, avons fait ce que nous devions faire, et sommes tous retournés dans le van. Alors que nous quittions la station, quelqu'un a soudainement remarqué qu'il y avait maintenant un siège vide dans le van. Nous avons immédiatement arrêté la voiture, nous n'avions même pas quitté la station, et avons commencé à plaisanter sur le fait que nous avions peut-être laissé quelqu'un derrière. Nous avons alors essayé de trouver qui manquait, mais étrangement, nous étions tous là. C'était comme si nous avions toujours été 6 personnes. Nous avons vérifié nos affaires, il y avait des bagages pour 6 personnes, seulement 6 sièges occupés, et chaque objet personnel dans le van appartenait à l'un d'entre nous. Pourtant, quelques heures plus tôt, nous étions absolument certains d'être 7 dans le van. Après quelques minutes de confusion et de vérification, nous avons conclu que nous avions dû faire une erreur et qu'en fait, nous avions toujours été 6. Mais cette sensation de « quelque chose ne va pas » nous a suivis pendant tout le reste du voyage. Le lendemain, nous avions même une réservation pour le dîner dans un restaurant, faite quelques jours avant le voyage, et elle était pour cette personne. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette station-service, mais je suis presque sûr qu'avant de nous y arrêter, nous étions 7. Et d'une manière ou d'une autre, l'un d'entre nous a été effacé de la réalité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.